Alors la découverte du cinéma italien, pour moi, est arrivée au milieu de la découverte du cinéma en général. Moi, je suis un cinéphile de la première heure, un enfant qui aimait le cinéma, un adolescent qui aimait le cinéma, et dont le cinéma était vraiment quelque chose qui comptait énormément. Moi, je pense que dans l'adolescence, on lit beaucoup de livres. Moi, je voyais beaucoup de films. Je n'ai jamais été un gros lecteur. Je reste un lecteur sans enthousiasme. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui touche presque des fibres privées pour que le livre m'intéresse. Voilà. Par contre, le cinéma, c'est un intérêt à 360 degrés. Et au départ, c'était ça. Et je dirais même que, comme tous les gens de ma génération, les cinématographies de référence, c'est évidemment le cinéma français, d'abord, parce qu'on baigne on est en France, et puis c'était le cinéma américain. Et pas du tout le cinéma italien, c'était le cinéma américain. Le premier livre que j'ai écrit est d'ailleurs un livre sur Howard Hawks, autour des westerns, et notamment de Rio Bravo, Rio Lobo, Eldorado. Enfin, Hawks, c'est une référence absolue en matière de western. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de place pour le cinéma italien. Même si Dean Martin est d'origine italienne. Bon. Alors, l'intérêt pour le cinéma italien, moi je suis d'origine italienne, évidemment, mon nom me trahit, hein, je suis d'origine italienne, mais chez moi, la présence de l'Italie était très marginale. En particulier, on ne parlait absolument pas italien à la maison. Je dirais même que l'italien était prohibé. Il fallait devenir français. Et devenir français, ça voulait dire d'abord avoir une parfaite maîtrise de la langue. Mon père, par exemple, n'a jamais parlé correctement français. J'avais des amis qui me disaient qu'ils avaient de la difficulté à le comprendre. Donc, ce qui veut dire que son aisance vis-à-vis du français était limitée. En particulier, il ne l'écrivait pas, vraiment très mal. Donc, la présence de l'italien, de l'Italie était, je le répète, assez marginale, jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, d'abord en apprenant l'italien au lycée. Moi, l'italien, je l'ai découvert au lycée à partir de la 4e, parce qu'en 6e, on faisait de l'anglais, tout le monde faisait de l'anglais. Je devais faire d'ailleurs sans doute un blocage, parce que malgré 7 ou 8 ans d'études de l'anglais, c'est une langue que je ne maîtrise qu'avec beaucoup de difficultés, quoi. Je sais pas, c'était un refus. Par contre, l'italien, c'était quand même plus facile. Et petit à petit, 4e, 5e, 3e, seconde, première, terminale, Hippocagne, toujours de l'italien, je me suis rendu compte que l'italien, c'était bien, et puis que ça m'ouvrait quand même quelque part une relation avec mon père. Ma mère était française, hein, donc je suis mixte de ce point de vue. Mère française, père italien. Mais ça veut dire aussi que l'Italie est très proche. Hein, parce que parmi tous les gens qu'on connaît qui sont d'origine italienne, parfois l'Italie, elle est au niveau des grands-parents, parfois elle est même encore plus loin. Moi, elle est très proche, c'est mon père. Hein, donc l'Italie, je la touche quasiment en tendant le bras. Et là, je ne saurais pas dire dans quelles circonstances, je me suis rendu compte que le cinéma, les films, même si c'était doublé, évidemment, dans une ville de province, les films sont doublés, il n'y a pas de version originale, mais quand même m'apportaient des informations sur l'Italie. Et le reste va suivre. S'appuyer sur le cinéma pour récupérer une part de soi qui a été très fortement occultée. Et puis, ayant appris l'italien, ayant commencé à m'intéresser au cinéma, ayant rencontré, nous sommes à Nice, c'est-à-dire à 30 km de Cannes, c'est-à-dire du festival. Et donc, j'ai commencé à fréquenter le festival de Cannes, j'avais une vingtaine d'années, et là, j'ai fait la connaissance ou rencontré des cinéastes italiens, et j'ai commencé à faire des entretiens. Les entretiens, c'était une grande partie de mon activité vis-à-vis du cinéma italien, puisqu'il y a des recueils qui
qui publie ces entretiens. Il y en a au moins 3, plus des entretiens dispersés, mais enfin il y en a au moins 3 en livre. 3 recueils d'entretiens avec des cinéastes italiens et aussi quelques comédiens, Gassman, Tognazzi, Manfredi, Sordi, pour ne citer que. Mais j'ai aussi rencontré Gian-Maria Volonté, par exemple, qui est un personnage formidable, enfin, très surprenant, très attachant, quoi. Bon. Donc, ma connaissance de l'italien me permettant de faire des entretiens en italien, j'avais un certain nombre de collègues qui faisaient des entretiens en français, sachant que les cinéastes italiens de la génération précédente à la génération actuelle, ou même de 2 générations en arrière, quand ils parlaient une langue étrangère, c'était le français. Scola parlait parfaitement français, Dino Risi parlait parfaitement français, Francesco Rossi parlait parfaitement français. Aujourd'hui, ça se fait plus rare. Quand les jeunes cinéastes qu'on accueille, je suppose que vous devez avoir parfois le problème. Je sais qu'à Annecy, moi je l'ai eu, quand je m'occupais du festival d'Annecy, les jeunes parlent anglais. Et j'avais des cinéastes italiens qui venaient présenter leurs films et qui attaquaient la présentation en anglais. Alors j'ai dit non, ici on parle italien, on a la possibilité de traduire, éventuellement je peux le faire moi-même, mais on parle italien, voilà, puisqu'on sait très bien que une langue c'est un ciment, et donc maintenir la présence de l'italien, en particulier ne pas privilégier, aujourd'hui certains cinéastes italiens tournent en anglais. Moi, j'ai quelques difficultés à comprendre cette démarche. Et dans un festival, il nous est arrivé d'en présenter des films italiens en anglais, mais bon, j'étais mal à l'aise. Le festival italien, et Villerue en est un bon exemple, c'est aussi la langue. C'est replonger dans quelque chose qui a marqué notre enfance, notre adolescence, même s'il faut remonter un peu plus loin dans le temps. Je répète, c'est une façon de maintenir des liens qui autrement auraient tendance à se distendre. Donc, ayant la possibilité, moi, de faire des entretiens en italien avec des cinéastes qui, même lorsqu'ils parlaient français, étaient quand même plus à l'aise dans leur langue. Je pense en particulier à Scola, qui pouvait parler parfaitement français, mais bon, quand il s'exprimait en italien, sa pensée était plus déliée, plus précise. Il ne cherchait pas ses mots, ce qui arrivait parfois en français. Quoi. Vous me demandez ça, comment... Bon, non. En italien, c'est mieux. Voilà. Et donc, c'est dans cette direction. Ensuite, j'ai fait j'ai eu une bourse d'études, j'ai passé un peu plus de 2 ans à Rome, dans les années 70. Et je faisais une thèse sur le cinéma italien de l'époque fasciste. Donc c'était un sujet, on pourrait dire, impegnativo, hein, un sujet dans lequel il fallait s'engager complètement. Bon, pendant l'époque fasciste, entre 1930 et 1945, je ne vais pas partir là-dessus parce que je pourrais parler assez longtemps sur le sujet, mais simplement rappeler qu'entre 1930, début du cinéma parlant, et 1945, fin du régime fasciste, il s'est tourné en Italie 700 films. Sur les 700, quand je faisais ces travaux, j'ai réussi à en voir environ 250. Beaucoup n'existaient plus ou étaient considérés comme perdus. Aujourd'hui, on en a retrouvé à peu près 500. Les cinémathèques travaillent, recherchent, et finalement, on a un bon élément de conservation permettant d'approfondir le sujet tel que j'avais pu le traiter. Donc, conclusion, la multiplicité de ces centres d'intérêt ont fait que, assez naturellement, non seulement j'ai travaillé sur le cinéma italien, j'ai publié sur le cinéma italien, et pas seulement des entretiens, aussi des études, des travaux sur le cinéma italien de l'époque fasciste, sur la comédie italienne, sur un certain nombre d'auteurs que j'ai eu en général la chance de connaître. Et là, je prépare un livre sur De Sica qui, j'espère, sera prêt l'année prochaine. Malheureusement, De Sica, je ne l'ai jamais rencontré. Bon, c'est une blessure, c'est un regret. J'aurais tellement aimé rencontrer cet homme qui me paraît d'une séduction et
d'une sympathie. Basta vederlo sullo schermo e uno piange. Moi, j'étais très très séduit par cet homme et finalement, j'espère que ce livre rendra un peu compte de cet intérêt pour lui. Alors, bon, j'ai déjà cité Scola, justement. Scola parle français, enfin parlait, hélas, français, ça a été certainement un élément qui a facilité son entrée en France, et parce qu'il pouvait rencontrer directement les journalistes, les critiques, entretenir avec eux. Moi, par contre, je l'ai connu en Italie, donc notre rapport a été directement en italien. Alors, comment l'ai-je connu? Je disais tout à l'heure que j'avais fait un séjour de recherche en Italie dans les années exactement 75-77. Et alors, l'automne 75, en novembre, il y a un événement très traumatisant dans le cinéma italien, c'est l'assassinat de Pasolini, auquel Scola était très attaché. Ils se connaissaient, ils avaient échangé pas mal de réflexions autour du cinéma, et on aura l'occasion d'y revenir. Et le travail de Scola, nous sommes donc dans les années après après l'assassinat de Pasolini. Scola s'est senti peut-être encore plus investi d'une présence dans le cinéma italien à un moment où disparaissait quelqu'un qui en était un emblème intellectuel très fort. À l'époque, j'avais établi des liens amicaux qui, à mon avis, sont... Je dirais que l'intimité que j'ai eue avec cet homme dépasse même l'intimité que j'ai eue avec Scola, que j'ai finalement quand même bien connu, qui est venu de nombreuses fois à Annecy, avec qui je me suis déplacé pour diverses manifestations. Donc il y avait un lien que je voyais à Paris quand il venait à Paris. Mais avant lui, il y avait un cinéaste dont j'étais vraiment devenu un intime. C'est Elio Petri. Elio Petri, je l'avais rencontré dans un projet universitaire de travail sur son cinéma avec quelques amis. Et quand je suis arrivé à Rome, on se voyait régulièrement. Et c'est là où il y a la grosse différence. On se voyait régulièrement en dehors du travail sur le cinéma, quoi. Simplement pour le plaisir de bavarder, d'être ensemble, de se promener dans Rome. Bon. En plus, un détail qui n'a duré que quelques mois, parce que il est arrivé un peu plus tard après mon installation à Rome, un chien. J'avais un chien qui était un fox terrier. Ça vous est un scoop. Hein. Bon. Et Elio Petri avait un chien auquel il était extrêmement attaché, qui était un cocker noir et blanc. C'est les cockers, il y en a de deux catégories. Il y a des cockers gris, noir et blanc, enfin le mélange donne gris, puis il y a des cockers blonds, marron. Lui, c'était un noir et blanc. Et alors, le dimanche matin, on n'habitait pas très loin, quoi. Donc, il venait en bas de chez moi, il appuyait sur le citofono, sono arrivato, et je descendais, et nous partions promener nos chiens, lesquels étaient encore de jeunes chiens. Ils étaient d'une grande... Ils ne se disputaient pas, ils aimaient bien marcher côte à côte avec nous, derrière. On allait boire le café dans la Tazza d'Oro. Et tout doucement, comme ça. Et on rentrait. Il habitait le long du Tibre, où d'ailleurs Paola Petri, son épouse, sa veuve, vit toujours. Et moi, j'habitais pas loin de la Piazza del Popolo. Donc je le raccompagnais et on allait en général prendre un deuxième café en bas de chez lui. Et là, autre parenthèse
On arrive chez Ruscaine, ce café s'appelait Ruscaine. On commande un café et on voit arriver, qui venait prendre lui aussi un café, Dante Ferretti, qui est un immense décorateur, avec des Oscars à Hollywood, pour des films pour lesquels elle fait les décors pour Martin Scorsese. C'est pas rien. Elle fait les décors de Gangs of New York, où il investit tout Cinecittà pour reconstruire les gangs de New York, les docks occupés par les gangs criminels, les docks de New York, reconstruits à Cinecittà, avec la piscine qui servait à faire l'eau, enfin le port. Bon. Et à un moment, Dante Ferretti s'éloigne de nous pour aller téléphoner. Et il prend le téléphone. C'était l'époque où, on s'en souvient très bien, où il y avait dans les cafés des téléphones rouge-orangé, dans lesquels on introduisait un jeton pour avoir la ligne. Donc, un jeton rond avec une rigole au milieu, une espèce de canal, ça rentrait juste, c'était calculé pour qu'on ne puisse pas mettre une pièce de monnaie ordinaire, il fallait mettre le jeton dédié à cet effet. Donc, Ferretti téléphone, et au bout de quelques secondes, vraiment très très peu de temps, revient vers nous le visage défait. Il venait d'apprendre l'assassinat de Pasolini. Donc nous sommes exactement en novembre 1975. Bon, chacun est rentré chez soi, on est tous tellement bouleversés, quoi. Voilà. Donc parfois on demande où est-ce que tu étais quand tu as appris la mort de Marilyn Monroe. Ça, je m'en souviendrai pas. C'était au mois d'août 62, mais bon, ça, août 62, c'est une comment dirais-je, j'ai vérifié, mais bon, tandis que où étais-tu quand tu as appris la mort de Pasolini? Donc je viens de vous le raconter, je le sais avec précision. Alors pour en venir à Scola, puisque vous avez compris que j'ai l'art de partir là où on ne voudrait pas que j'aille, donc au Pincio, qui est le jardin qui domine la place du Peuple, il y avait une fête des jeunes organisée par Paese Sera, qui était un journal communiste. Bon, le journal communiste de référence, le journal du parti, c'était l'Unità. Et il y avait la Festa dell'Unità pour les militants communistes. Et puis il y avait la Festa di Paese Sera, qui était une fête pour les jeunes communistes, qui avait lieu au Pincio. Et Elio me dit, tiens, ce soir je vais au Pincio, on est toujours dans le même quartier, hein. Viens avec moi. Bon, plaisir, hein. Donc on va tous les deux, on faut monter un petit peu, on arrive dans les jardins du Pincio, et là il y avait des tables où les gens buvaient, il y avait de la musique, enfin il y avait une estrade, et là il me dit, ben là je te présente un ami qui était déjà assis, Ettore Scola. Voilà. Donc c'est Petri qui m'a présenté Scola au Pincio dans le cadre de la fête de Paese Sera. Bon, comme on peut l'imaginer, moi d'abord, quelle merveille rencontrer Ettore Scola, auquel je vouais déjà une grande admiration, et le courant, si l'on peut dire, enfin en tout cas la sympathie réciproque a été immédiate. Donc quand la soirée s'est terminée, pas très tard, on n'a pas dû rester... On est rentré. Nous sommes convenus avec Scola que je ferai un entretien avec lui. Ce goût, un Italien, ce qui le mettait quand même plus à l'aise. Et quelques jours plus tard, il est venu dans le petit appartement que je louais près de la place du Peuple. Ce petit appartement était d'ailleurs assez sympathique. Je l'ai occupé pendant un peu plus de 2 ans. Et je me rappelle que plusieurs années après, Scola me disait toujours « Ah, tu habites toujours ce magnifique appartement ?» Il n'y avait rien de magnifique, mais il était singulier. Il était tout près de la place du Peuple, en face de l'endroit où habitait Elsa Morante, Via dell'Occa, ou Via della Pena, ou Via della Pena d'Occa. Et donc on a fait cet entretien, et à partir de là, dans l'entretien, évidemment, Scola a compris
que j'essayais, en l'interrogeant comme vous le faites, de le mettre le plus possible en confiance, avec l'envie de parler. Bon, ça s'est fait, un long entretien qui est publié dans le petit volume Le cinéma italien des éditions 10-18 en 1978. Et l'entretien avait été fait donc en 1976 ou 17, 16 ou 17. Un tout petit doute, mais ça ne peut pas être une autre date, 76 ou 77. À partir de là, on se voyait régulièrement. J'ai fait d'autres entretiens, bien entendu. Finalement, l'ensemble des entretiens couvre à peu près sa carrière. Et ils ont déjà été partiellement réunis en volume. J'aimerais, si on pouvait faire une nouvelle édition, parce qu'il manque des entretiens que je n'avais pas utilisés dans ce volume où il y a à la fois des études, des caricatures. Scola était un merveilleux caricaturiste, très drôle. Donc on a ensuite, quand j'ai participé à la création du Festival du cinéma italien d'Annecy, pendant très longtemps il y avait Annecy et Villerue, ou Villerue et Annecy, c'était les deux festivals de référence, un plus au sud, l'autre plus au nord, un bâti beaucoup Villerue sur l'émigration italienne, l'autre un peu moins sur l'émigration italienne, qui n'est pas aussi présente à Annecy qu'elle l'est à Villerue, mais qui est bâti sur des liens historiques. Annecy appartenait à la Savoie, qui relevait du royaume de Piémont-Sardaigne. Et donc dans les deux cas, dans le fond, ce sont des villes de tradition italienne. Bon. Donc on a créé ce festival et on a invité Scola pour un hommage, comme vous en avez fait vous-même. Et à l'occasion de cette invitation, on lui a demandé d'être le président du festival. Il a accepté et il est resté jusqu'à la fin. Et il est probable que la dernière intervention publique de Scola, c'est en 2015, où il était déjà souffrant, où il se déplaçait un peu avec difficulté. Quand il est monté sur scène, il a fallu un petit peu l'aider. Mais il était venu parce que le festival, il y avait des vents contraires qui soufflaient, et il était venu pour apporter sa caution à la défense du festival, caution qui a permis au festival de durer encore pendant un certain nombre d'années, aujourd'hui en pleine crise. Et donc, bon, j'ai eu le Felice Laudadio, qui est un des opérateurs culturels les plus éminents qu'il y ait en Italie, qui s'est occupé du festival de Venise, du festival de Viareggio, de Rimini, de Bari maintenant. Il s'est occupé du Noir en Festival, qui est un festival sur le cinéma policier, qui s'est occupé du festival Taormina, et qui était très ami de Scola. Et donc, quand Scola est décédé, il a organisé une cérémonie laïque à la Casa del Cinema, parce que Scola était communiste et donc il n'était pas question de faire une cérémonie à l'église. Donc ça s'est fait à la Casa del Cinema à Rome, finalement tout près du Pinch où je l'avais connu. Ça peut paraître un raccourci. Et Felice m'a demandé, ce qui m'a beaucoup touché, d'être parmi les personnes qui ont dit quelques mots de Scola. Donc j'ai eu l'occasion de prendre la parole, j'étais extrêmement ému. Mais j'ai évité de pleurer parce que Scola avait laissé comme recommandation, il voulait qu'on fasse rire les gens à ses funérailles. Il avait donné ça à ses filles, et quand je suis arrivé, je connaissais bien les filles, évidemment, forcément dans l'intimité. Je connais bien, notamment Sylvia, la cadette, qui m'a dit: Papa vuole che di far ridere la gente, devi far ridere la gente. Donc j'ai réussi une réplique, un petit détour comme ça, mais quand même faire rire l'enterrement de Scola, c'était pas évident. Donc voilà ce qu'a été Scola, et je pense que si je pouvais refaire ce livre en y ajoutant les entretiens qui ne sont pas dans la première édition, j'en serais ravi.